J'ai sollicité votre aide la semaine dernière en vous demandant quel sujet vous aimeriez me voir traiter. Je vous promets que je vais m'efforcer de les aborder au cours des prochaines semaines. Mais je commence cette semaine avec la question de la guerre en Ukraine. Pour ce faire, je compte aborder trois thématiques. La première, la capacité de l'armée ukrainienne à reprendre ses territoires perdus. La deuxième, la force de l'armée russe. Et enfin, l'effritement du soutien occidental. D'abord, l'armée ukrainienne sera-t-elle en mesure de reprendre ses territoires perdus? Évidemment, il est impossible de répondre à cette question et d'ailleurs, personne ne le peut. On peut simplement évoquer certains traits afin de tirer certaines conclusions qui semblent s'imposer. Donc, une chose est sûre, la tâche sera ardue et l'Ukraine ne jouit ici que d'une seule opportunité, d'où la raison pour laquelle il semblerait que sa fameuse offensive du printemps n'aura pas lieu avant au moins l'été. Et je dis une seule opportunité car même si l'attention s'est tournée principalement autour des pertes subies par l'armée russe, il n'en reste pas moins que l'armée ukrainienne a aussi été saignée à blanc depuis le début de ce conflit en février 2022. En novembre dernier, le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, évoquait la perte de 100 000 hommes du côté ukrainien, chiffre qui était évalué à 150 000 en février dernier par les services de renseignement occidentaux. Or, si la Russie bénéficie d'une réserve beaucoup plus importante d'hommes pour la conduite de la guerre, il en va tout autrement pour l'armée ukrainienne, qui, elle, doit être plus économe de ses ressources humaines. Car à ce rythme, elle sera à court terme en manque de combattants, d'où la raison pour laquelle elle a besoin d'une victoire rapide et décisive, ce qu'elle ne peut accomplir en ce moment, ce printemps, alors que les chars d'assaut occidentaux n'arrivent encore qu'au compte-gouttes. Cela donne donc du temps à l'armée russe qui a le temps de fortifier ses positions défensives dans la région où l'assaut aura probablement lieu, c'est-à-dire entre la Crimée et le Donbass, afin de couper le corridor terrestre qui relie ces deux territoires et isoler ainsi ces deux régions l'une de l'autre. Pièges et tranchées anti-chars, champs de mines, création de goulots d'étranglement afin de concentrer les forces ennemies à des endroits précis où elles pourront alors être taillées en pièces par l'artillerie. La Russie met en place ici un dispositif de défense classique dans la région. Or, inévitablement, plus l'Ukraine attend avant de lancer son offensive et plus les forces russes ont le temps de se préparer en conséquence, réduisant ainsi les chances de succès des Ukrainiens. Une victoire décisive de l'armée ukrainienne est aussi d'une importance vitale pour Kiev, car l'aide occidentale ne sera pas éternelle. Certains pays comme la France ont consenti déjà à de très grands efforts militaires, tant et si bien que son armée est désormais vulnérable. La France ne dispose plus des stocks nécessaires à la conduite d'une guerre de haute intensité. Elle ne disposera en effet que de 30 canons César pour assurer la défense de son territoire, que de 120 chars d'assaut Leclerc et ne produit pas suffisamment de munitions. En somme, pour de nombreux pays européens, l'aide militaire a atteint ses limites, car sa poursuite menace leur propre défense. Le problème se pose déjà en ce qui a trait à l'approvisionnement en obus. L'armée ukrainienne utilise 90 000 obus de 155 mm par mois, et même les États-Unis ont de la difficulté à approvisionner son allié et doit maintenant utiliser ses réserves disposées un peu partout dans le monde, en Corée du Sud, au Koweït ou en Allemagne. Des fuites provenant du Pentagone ont aussi révélé que l'Ukraine aurait déjà utilisé 90% de ses missiles antiaériens et qu'elle pourrait être à court de ceux-ci dès le mois prochain, permettant ici à l'aviation russe, on parle ici de 900 chasseurs et de 120 bombardiers, ainsi qu'à ses drones, de pouvoir recommencer à voler dans le ciel ukrainien. Encore une fois, l'Occident va-t-il courir le risque de s'affaiblir dans un domaine aussi stratégique? Inutile de dire qui sera privilégié
si le besoin en venait à se faire sentir. Leur propre peuple avant les Ukrainiens. D'où la raison pour laquelle un échec de la prochaine offensive ukrainienne serait alors non seulement dévastatrice sur le plan militaire, mais aussi pour la continuation du soutien occidental. La conclusion qui s'impose est donc claire. L'armée ukrainienne doit vaincre à tout prix. Elle n'aura pas 200 chances de le faire, mais une seule et elle doit la saisir. Car les pays européens arrivent peut-être au bout de ce qu'ils peuvent faire sur le plan militaire. Jusqu'à présent, cette aide a permis d'affaiblir l'armée russe sans pour autant réussir à la vaincre. Il en va de même pour l'aide monétaire, car cette aide se rend-elle vraiment là où elle est destinée? Pas vraiment, s'il faut en croire une enquête récente du journaliste d'investigation Seymour Hersh, qui parle de détournement de fonds à grande échelle par l'élite politique ukrainienne. Enfin, on voit aussi un certain effritement du soutien européen à l'Ukraine. Récemment, la Pologne et la Hongrie ont annoncé un boycott de l'importation du blé ukrainien, car cela faisait baisser les prix et menaçait leurs propres producteurs locaux. Le début de cette division est-elle le signe avant-coureur de celui d'autres pays européens qui commenceront à prendre leur distance avec Kiev si leur soutien en venait à causer des frictions similaires au sein de leur propre État? L'égoïsme des peuples est en effet beaucoup plus fort que leur altruisme. Et les politiciens gouvernent toujours en fonction de l'opinion publique, car ils ne pensent qu'à la prochaine élection. Bref, j'espère que cela vous éclairera quelque peu dans votre propre réflexion grâce à ces quelques éléments qui, j'en suis sûr, ne sont malheureusement pas abordés par vos médias.